Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il est des questions qui doivent être posées quoi qu'il en coûte, et quelles que soient les réactions d'une certaine bien-pensance. Toujours embusqué, niché au cœur des certitudes assénées, pour fustiger quiconque sort des sentiers battus, quiconque ose lever les voiles pudiques sur les viols des consciences. Ce terrorisme de la pensée qui sévit en nos sociétés normalisées, cadrées, cintrées, qui ont poussé un peu comme un roseau dans un serpentin de laboratoire et à qui on a donné la conformation que l'on voulait pour elle, jusqu'à ne plus être que ce qu'on a voulu pour elle qu'elle soit. Ce terrorisme vigilant, omniprésent, a réussi à nous enfermer dans des logiques de repli, de déni, bardées de convictions imposées, tétées à la mamelle. Et parmi ces questions lancinantes qui choquent et qui soulèvent l'indignation des vertueux engorgés, est celle de savoir si le régime est la cause de tous nos problèmes, de ce fourvoiement tragique dans une impasse dont il nous sera très difficile de sortir un jour, si tant est que nous le pourrions. Est-il la cause de la situation très alarmante que nous traversons, la seule que nous ayons connue en fait depuis l'indépendance du pays, ou plutôt ne serait-il pas la conséquence de notre démission, voire de notre connivence collective? Les membres de ce régime ne sont-ils pas sortis, après tout, de nos flancs, des couches les plus défavorisées de notre peuple? Comment et par quelle force extraordinaire ce régime a-t-il pu réussir ce qu'aucun envahisseur, ni aucun colonisateur n'a pu réussir? Comment a-t-il pu transformer une société sobre, vertueuse, qui a tant sacrifié pour sa libération, en foules égarées, disparates, vidées de leurs valeurs cardinales, plongées dans un état d'incivisme aigu, manipulable à souhait, anesthésié jusqu'à l'âme par ses propres richesses, par celles de ses propres enfants, dont on a mangé le blé en herbe. La question est posée, quitte à déplaire, quitte à susciter l'animosité des vigiles de la pensée. Le régime qui nous dirige est-il à l'image de la société qui l'a généré et qui s'en accommode au point où la seule réussite sociale qui vaille est d'en faire partie, ou du moins de s'en rapprocher, de jouir de sa bienveillance, de ses privilèges, de ses miettes? Ce régime est-il donc une conséquence d'une colonisabilité, pour reprendre ce vocable désormais consacré de Melk Ben Nabi, voire même d'une forme de corruptibilité et d'une disposition devenue quasi naturelle à ne pouvoir plus faire fleurir que le plus médiocre et le plus prédateur? Est-il une conséquence, un découlement logique, un fidèle reflet, un fruit naturel de cette société? Et les hommes qui y vivent dans cette société, n'ont-ils réellement pas d'autre choix que de s'y conformer, que de s'y fondre, pour ne pas détonner, pour ne pas être rejetés, voire désignés à la réprobation générale? Les événements que le pays vient de traverser ces jours-ci nous ont montré comment ce régime a joué sur du velours, comment grâce à des médias soumis et à des relais de toutes sortes, dont la mosquée n'est pas indemne, il a réussi à faire admettre que quiconque le dénonce et le conteste attaque l'Algérie tout entière, au point où de très nombreux citoyens ont arboré
des drapeaux à leurs fenêtres. Et une campagne a été lancée pour le 7 janvier pour que tout le pays, maison par maison, soit pavoisé des couleurs nationales pour dire à la main étrangère qu'elle ne passera pas. Finalement, si l'on regarde la réalité en face, les événements de Bjaya, plutôt que de contester le régime, lui ont été d'un immense profit qu'il n'aurait jamais espéré. Au point où Sellel se félicite de la mobilisation des réseaux sociaux en faveur de l'Algérie, nous dit-il. Lui qui les accusait, ces mêmes réseaux, il y a quelques semaines seulement, des pires complots contre l'Algérie. Il en est de même pour l'aspect religieux du mécanisme qui participe lui aussi de la démarche qui consiste à faire feu de tout bois et de toutes les manières contre quiconque ose contester le régime. Ce sont des couches successives de cendres que l'on entasse, que l'on déverse sur les consciences pour étouffer le peu qui reste de leur capacité à l'éveil. Un grand prédicateur salafiste a lancé il y a quelques jours une fatwa qui considère que les manifestations populaires sont illicites, haram, et que ces formes de protestation inventées, nous dit-il, par les mouvements démocratiques occidentaux sont un blasphème, kufr, et une violation des principes, je le cite, une violation des principes sacrés de l'islam, de même que la démocratie est un concept sacrilège qui se substitue à la souveraineté divine. De son côté, le ministre des Affaires religieuses a diffusé une instruction à tous les imams du pays, leur enjoignant ce qu'ils doivent dire dans leur prêche de ce vendredi d'aujourd'hui, de dénoncer la contestation de la rue et de louer les réalisations de Bouteflika, et même de se servir de la mémoire des chouhada pour convaincre. Aujourd'hui. Algérie Focus. Des salafistes lancent une fatwa contre la mobilisation citoyenne, les manifestations et la grève, c'est haram, par Abdou Samar. All Huffington Post. Émeute de Bijaya. Le ministère des Affaires religieuses ordonne aux imams de contrer la fitna ce vendredi, par la rédaction. Kabylie News. Émeute en Kabylie. Mohamed Issa mobilise les imams, par Jubur Danam. Le régime est-il la cause de tous nos malheurs? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir donc pour en parler de recevoir ici sur le plateau Sami Ossaddiq, coordinateur général du mouvement Ibtikar. Bonsoir Sidi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Notre ami Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques et spécialiste de la PNL. Merci Hassan Hiresh d'être avec nous. Merci. Nous devions recevoir par téléphone Sassi Balgat depuis Mostaganem, économiste et enseignant-chercheur. Malheureusement, il y a un problème de connexion, semble-t-il, mais nous essayerons quand même de le joindre si nous pouvons. Sami Ossaddiq et Hassan Hiresh, avant de commencer donc notre discussion, nous allons regarder ensemble deux extraits, l'un de Sellel, du chef du Premier ministre, donc, qui parle des événements qui viennent d'avoir lieu à Bjaya et dans d'autres lieux du pays. Et ensuite, de l'imam ou du mufti, je ne sais pas, d'Alger. Donc, je vais vous faire la surprise. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Alors, nous allons commencer à regarder. من بعض أطراف مكلفين بمهمة لمحاولة زعزعة الجزائر. هذه الحقيقة. لأن من جانب الاقتصادي حقا احنا في وضع اقتصادي دقيق وعندنا إمكانيات ومتحكمين في وضعنا ونغتنم الفرصة هذه باش نشكر بقوة الشباب وبالأخص أخواتي وإخواني اللي هما
يتبعوا الشبكات الاجتماعية، ما فيه فيسبوك وتويتر وما يتبقى، كان فيه رد قوي. هذا هو يظهر لي الدرس اللي لازم نستخرجوه، ان فيه محاولة زعزعة الاستقرار البلاد. هذه حقيقة. الربيع العربي ما نعرفه، ما يعرفنا، ما عندنا حتى مشكل. احنا عن قريب راح نحتفل بيناير. فالشيء اللي خلانا نامن نهائيا باللي الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها ما تمشيش. عندنا شعب قوي، عندنا شبيبة كانت في المستوى. ما ننساش أن راجل المصالحة رئيس بوتفليقة خلانا شيء جد قوي. فاليوم نقدر نأكد بقوة كذلك، هذا هو الدرس الثاني، أن الشعب الجزائري صلحنا من بين بعضنا بعض. وإن شاء الله في 2019 إذا كان النظرة الاقتصادية والاستشرافية اللي ماشيين فيها ستكون في المستوى، نكون دولة اقتصادية ناشئة إن شاء الله. Alors, et donc le deuxième VTR que vous allez voir, une grosse surprise. Écoutez bien ce qu'il va dire le monsieur. بعض القنوات يريدوا ويتظاهروا بأنهم ديمقراطيين وبأنهم عندهم الحرية، ويجعلون أرقاما هاتفية بالمجان. وأكبر قناة عدوة للجزائر هي قناة المغربية. أقولها وأتحمل هذه المسؤولية. القناة التي اسمها القناة المغاربية هي القناة العدوة اللذوذ للشعب الجزائري، وهي تريد أن تحطم بلادنا وتزعزع أمننا واستقرارنا. Alors, nous allons donc, si vous permettez, commencer par ça. Donc, il a désigné El Magharibi à notre chaîne comme étant le plus grand ennemi qu'ait connu l'Algérie. Et quel ennemi? Un ennemi pernicieux qui cherche à déstabiliser le pays, qui cherche à semer la fitna au sein de la société algérienne. Si vous permettez, si Jamel, préalablement, les événements de Bougie, de Bjaya, de Vgaïs, d'une certaine façon, nous regardent tous. Oui. Hein, elles nous interpellent. Elles nous interpellent parce que, au-delà des manifestations, hein, qui ont souvent des causes réelles, et on en reparlera, il faut quand même condamner la violence. Pourquoi? Parce que la violence, on l'utilise dans ce genre de manifestation, elle ne sert pas les manifestants, elle ne sert pas le peuple algérien. Quel Algérien, quel citoyen responsable peut accepter ce type d'expression? Aucun. Mais, ce que je veux dire par là, ce qui est très important, c'est que cette violence ne sert pas du tout les intérêts du peuple. Bien au contraire, elle est reprise par le pouvoir qui peut véritablement illustrer son mot d'ordre, nous ou le chaos. Et vous savez, nous sommes une société qui a été martyrisée par au moins 10 ans de guerre et par une violence endémique, on en reparlera. Donc aujourd'hui, la violence ne sert pas, il faut aller vers des actions pacifiques. Je ne juge pas sur le fond, bien évidemment des revendications, mais en tout cas sur la forme. Second point, vous parlez de la déclaration du Premier ministre. Sur la question de la main étrangère, c'est lié de l'Kharijia, cette fameuse expression qui court depuis 62. Et il parle même de main intérieure maintenant. Oui. Ces termes, hein, main étrangère et main intérieure. Sur la question de la main étrangère, bon, je crois que de ma part, je n'ai rien à dire. Parce que pour moi, ce n'est vraiment pas, c'est encore une autre manipulation. Sur les conditions exactes de l'intérieur, nous n'en savons pas encore sur les types de manipulation. Parce que bien évidemment, hein, ce n'est pas des mouvements juste spontanés, il y a souvent des manipulations derrière cela. Enfin, sur la question effectivement de l'imam. Écoutez, je vais vous dire ce que j'ai dit hier, ce que je dis aujourd'hui et ce que je dirai demain. Je suis contre, je dirais, l'instrumentalisation de la religion dans le domaine politique. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, quel que soit le parti ou le gouvernement qui manipule, je dirais, la religion à des fins politiques. Laissons la religion où elle est, et laissons le politique au politique. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient d'être dit. D'abord, en ce qui me concerne, je salue les manifestants de Vgaïs et de toute la région, de tous ceux qui se sont élevés contre la chape de plomb qu'impose le pouvoir de
toute façon. Une charte de plan culturel, une charte de plan linguistique, économique, politique, etc. Et de rappeler que la violence n'est pas le fait de ces manifestants. Lors même que l'on voit des jeunes lancer des pierres sur les symboles de l'État, la violence, ce n'est pas eux. La violence, c'est l'État. C'est l'État pourquoi? Parce que quand on enlève à ces jeunes et moins jeunes les possibilités de s'exprimer par des partis politiques, par les associations, par les syndicats, par les différents ordres des économistes, des médecins, des avocats, etc., etc. Quand on leur coupe à l'origine même leur langue, après l'être humain, quel qu'il soit, pas seulement en ce qui concerne l'Algérie ou la Kabylie particulièrement, mais sur toute la planète, l'être humain lui-même, quand on lui coupe les canaux d'expression, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va agir effectivement, non pas par la violence, mais avec violence. Parce que précisément, lui-même, il est victime de la violence de l'État. Et la violence de l'État, elle est multiforme, comme on vient de la rappeler, et je pense qu'on en parlera aussi. Quant au discours de Sellal et de l'imam qu'on vient de voir, j'avoue très honnêtement que je n'ai pas tout compris. Je ne maîtrise pas suffisamment la langue arabe, mais j'ai compris, on va dire à peu près 50-70%. Mais ce qui m'intéresse, en tant que PNListe, c'est le comportement, c'est la manière dont ça a été exprimé. On voit un Sellal craintif, qui cherche ses mots, qui n'est pas convaincu, qui cherche des alibis et qui va, comme un peu sur un élan infantiliste, chercher des explications sur Facebook, sur des réseaux sociaux, etc. C'est indigne d'un Premier ministre d'un pays comme l'Algérie, 40 millions d'habitants, avec son histoire glorieuse, etc. C'est totalement indigne et je pense que les Algériens ont vu cette incapacité à résoudre les problèmes ou même à complexifier les problèmes qui existent au lieu de les résoudre, les amplifie. Et puis un imam qui est dans l'emphase, qui est dans la colère, qui est dans l'invective. Et on voit son visage qui est complètement fermé et qui, s'il avait les moyens aujourd'hui, eh ben, utiliserait pas seulement la violence, mais l'ultra-violence. Et moi, ça me rappelle des années noires que vit notre société, qu'a vécu notre pays depuis pratiquement la régence turque. Et je pense qu'il est très important de parler effectivement du fait de la violence, mais de pointer le doigt d'où elle vient. Parce que, précisément, comme elle est venue des institutions coloniales pendant la colonisation, et que nous avons repris en copier-coller ces institutions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est temps de refonder l'État pour que les violences, d'où qu'elles viennent, cessent et qu'on arrive justement à une pacification des rapports sociaux. Oui. Je remercie M. Hirej d'être allé directement aux raisons historiques de tout cela. C'était la suite de mon propos. Ce que je voulais dire et qui est important, ce qui a été dit en substance, c'est que cette violence ne doit pas disqualifier des raisons essentielles. C'était la suite de mon propos. Effectivement, lorsque dans une société vous fermez le champ politique, le champ de la citoyenneté, lorsque vous faites de la déforestation politique, vous avez un désert politique. Or, qu'est-ce que la politique? Une de ses définitions, c'est la résolution pacifique des conflits et des luttes d'intérêts. Dès lors où il n'y a plus de politique, la violence s'en empare. Puis revenons à quelque chose, puisque l'histoire a été convoquée. Et bien on va la reconvoquer encore à cette table. La violence coloniale, bien évidemment. Mais n'oublions pas une chose, ces enfants qui étaient dans la rue, dans un de ces plus grands bastions, je dirais, de la démocratie, en tout cas de la recherche de la démocratie, de la revendication sociale qu'est la Kabylie. C'est les petits-enfants de ceux qui ont fait 80. Ce sont les enfants de ceux qui ont fait 88. Ce sont ceux dont les parents parfois sont morts durant la décennie noire. Leurs grands frères ont fait 2001. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on érige la violence comme un mode d'expression, ce qui n'est pas la cause du peuple, c'est parce qu'encore une fois, il a été, je dis nous, en tant qu'Algériens, il a été refermé le champ de la politique, c'est la violence qui s'exprime. Et là, encore une fois, il faut faire attention, parce que ceux qui payent ça, c'est d'abord le peuple. Et ça qu'il faut garder à l'esprit. Et bien évidemment, la violence de l'État, c'est un classique depuis 1962. C'est une façon d'agir que l'on retrouve à chaque fois.
C'est cela un des grands problèmes qui se posent à nous. En tout cas, la responsabilité des événements, elle incombe à l'État et non pas aux jeunes qui se révoltent parce qu'ils sont entraînés dans la misère, misère affective, misère économique, misère éducative, etc. Ce sont des victimes. Mais comment ils ont fait, par quelle contorsion, j'allais dire intellectuelle, je m'excuse de devoir utiliser ce mot, de devoir le dégrader. Par quelle contorsion sont-ils arrivés donc à traiter cette manifestation de manifestation ultra-violente qui a menacé la stabilité du pays, qui menace le pays dans son avenir, alors qu'on ne permet pas à ces jeunes de manifester, ni à une quelconque force par ailleurs, sauf par exemple celle de Roule qui est allée manifester à la Poste pour le président, et là on lui a déroulé le tapis rouge, et on l'a même entouré d'un cordon sécuritaire. Ça c'est du théâtre. Du théâtre. Alors, on empêche ces jeunes de manifester pacifiquement. On empêche la société d'une manière générale de pouvoir rallier une force quelconque qui puisse porter ses contestations, sa contestation politique, son aspiration à un changement. Et lorsque ces gens manifestent, ils prennent les quelques débordements qui ont eu lieu, et dont on ne sait rien par ailleurs. Peut-être sont-ils le fait de baltagia, d'agents provocateurs. Et on les monte en épingle au point de provoquer une véritable clameur publique. Et les gens marchent, et c'est là où je voulais en venir, et les gens marchent comme un seul homme pour dire « Ah, la nation est menacée, arborant les drapeaux dans le balcon. » Et plutôt tout que Bouteflika, plutôt Bouteflika que la violence, plutôt ce régime que la violence. Et ils sont arrivés à manipuler donc l'opinion publique au point où l'on se pose la question qui est l'objet de ce jour. Est-ce que vraiment c'est le régime qui est la cause de tout? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de permissivité ambiante qui lui permet de jouer sur du velours? En introduction, je vous avais dit la fameuse maxime qui était « nous ou le chaos ». Vous venez effectivement de la définir. Dans une société qui est véritablement traumatisée par la violence, tout le monde dit « barakat », nous ne voulons pas de la violence, tout le monde se détourne de toute chose. Vous parlez de manifestation, mais je pense que ce n'est même pas une manifestation, dans le sens où une manifestation est organisée et autres. Là, on a plus lieu une forme d'émeute, c'est ça qui est important. Je relève ça. Je préfère qu'on parle de révolte et non pas d'émeute, parce que l'émeute, c'est le pouvoir. De révolte, oui. De révolte, d'explosion, de révolte, de cris de colère. De révolte. Absolument. On va dire de révolte. En tout cas, ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un côté qui n'est non organisé, qui est plus de l'ordre de la pulsion. À cause, bien évidemment, de raisons que nous connaissons tous. Une des premières, puisque vous parliez un peu, effectivement, de ces drapeaux auxquels on va mettre un peu partout. L'histoire du régime, c'est quoi depuis 62? C'est ce que j'appelle la matrice. Oui. En 62, quelles étaient les ressources du régime? Des ressources politiques, morales et un peu financières. Financières, c'était quoi? Une petite manne pétrolière. Et effectivement les richesses qu'il y avait en Algérie, qui ont été construites pendant un certain moment. Mais à l'époque, on avait de vraies ressources, de l'agriculture, de l'artisanat. Mais totalement. Et puis nous étions 9 millions avec des modes d'expression. Et puis Sendir Tavamoun. Oui, mais aussi. Il y en a tellement, mais revenons juste, si vous le permettez, je termine. Nous avions 9 millions de personnes avec une façon de vivre qui était différente. Donc le régime, d'une certaine façon, cette matrice, a géré ses ressources. Pendant un certain moment, dans ce mix de ressources, il y avait d'abord la ressource révolutionnaire, nous sortions de la guerre, et la ressource morale de la justesse du combat. Puis a pris assez vite la relève de la ressource financière. Cette ressource financière est passée par 3 étapes. L'abondance, la rareté et maintenant l'épuisement. Et donc dans ce mix-là, qu'on a construit et qui dure, aujourd'hui on va rechercher une autre ressource qui est celle, je dirais, du nationalisme et, je dirais, de l'indépendance. Donc nous avons le retour du drapeau partout, mais de mon point de vue, ça ne leurra personne. Nous restons encore aujourd'hui. Mais ça leurre quand même, moi je trouve que ça trompe pas mal de monde. On est vraiment dans une sorte de nationalisme étriqué, réducteur. Les gens passent leur temps à parler de França ou l'aide França ou l'Harka, la main étrangère, la main intérieure, la réaction, et les uns accusant les autres
les laïcs accusant les autres d'être des islamistes dissimulés qui sont en train de ramper sous la table pour pouvoir... et les islamistes en train de traiter les laïcs d'assimilationnistes qui veulent vendre le pays aux Occidentaux. On est dans ça, hein, ça trompe beaucoup de monde, moi je trouve. Jamal Din, il y a plusieurs choses qu'il faut, de mon point de vue, différencier. Il y a le fait qu'effectivement, une émission comme celle-ci, comme la nôtre, elle aurait pu avoir lieu sur une chaîne de l'État algérien. Si justement, il y avait possibilité d'expression, s'il y avait un minimum de démocratie, si l'État respectait tous ses enfants, toutes les opinions de ses enfants, etc. Donc, à partir du moment où une émission comme celle-ci n'est pas possible en Algérie, et donc, après, les médias officiels, d'une part, ils peuvent nous montrer que ce qu'ils veulent nous montrer, et d'autre part, l'information devient à sens unique. Donc, peu d'Algériens, malheureusement, mais de plus en plus ont accès. Mais aujourd'hui, peu d'Algériens ont accès à une information qui sort justement des canaux officiels. Et même avec l'accès à Internet, aux paraboles. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus, justement, ces canaux qui échappent au contrôle de l'État. Donc, moi, personnellement, je pense qu'avec la mosquée, où le régime cherche la légitimité, parce que lui, il ne l'a pas, avec l'école, avec tout un discours qu'on distille à travers l'école, à travers la radio, à travers un certain nombre de journaux, mais à travers surtout les médias lourds, que sont les télévisions, etc. Donc, à partir de là, effectivement, on formate. C'est une réalité. Donc, il y a, on va dire, un pourcentage d'Algériens qui sont victimes de cette propagande quotidienne, avec un matraquage, Mais pourtant, elle est très primaire. Quand vous voyez, par exemple, un régime qui est en train de dire « moi, je ne veux pas que la religion... que la politique soit pratiquée depuis les tribunes des mosquées ou les manabir, comme ils disent. Je ne veux pas que la religion soit instrumentée, alors qu'il envoie aujourd'hui une circulaire à tous les imams, tous les imams d'Algérie, pour leur demander ce qu'ils doivent dire au juste, y compris utiliser la mémoire des chouhada pour essayer donc de conditionner les foules. À partir du moment où les représentants de l'État ont une parole disqualifiée, ne peuvent pas faire passer un message, et que l'État soit obligé de faire passer son message par les imams, donc encore une fois qu'ils cherchent une légitimité par les canaux religieux, on est en droit de se poser des questions et de se dire que finalement on est en face d'un État faible, on est en face d'un État complètement discrédité et que la parole de l'État n'a aucune espèce de portée. Parce que précisément, si la parole de Sellal et de ceux qui détiennent les institutions, si elle avait un minimum de crédit, on n'aurait pas besoin de passer par les mosquées. Mais Hassan Hej, vous en parlez comme si il y avait tout le peuple algérien, toute la société algérienne d'un côté, et cet État, comme vous l'appelez, moi je l'appelle régime, de l'autre, et qui donc il y a une sorte de conflit, de rapport de force. Or ce n'est pas le cas. Moi j'ai l'impression... Juste une seconde. Oui. Je me permets de vous interrompre, Jamal Din. Précisément, on est dans cette rupture-là. Il y a un fossé énorme. Vous pensez que le régime est dans un sens et que le reste de la société est dans l'autre? Il y a un fossé énorme entre les deux. Comme le dit Hossein Aït Ahmed, il y a un fleuve de sang qui sépare la société justement des pouvoirs publics. Pourquoi? On a vu des cas. Je veux dire, le cas algérien n'est pas le premier. On a vu les pays de l'Est, les anciens pays soviétiques. On nous montrait que la société est en symbiose avec les institutions, avec les hommes de pouvoir, etc. Du jour au lendemain, à partir du moment où la parole est libérée, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle Ceausescu, par exemple. Absolument. Ouais. L'effondrement total de ces pays-là, de ces pouvoirs-là, et la régénération par la société, du politique, du culturel,
Et aujourd'hui, il y a quand même un espoir, et il y a une démocratie qui se construit dans ces pays-là, alors que au moment où on disait qu'il y avait une symbiose entre l'État et la société, on voyait bien la spirale dépressive, la spirale déceptive de la société, et on voyait le recul de cet ensemble soviétique qui a conduit à son effondrement et à sa domination par l'Occident. Sidi Jamel, si vous permettez, les choses sont un peu plus complexes. Permettez-moi de rajouter un peu de complexité à cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une sécession politique entre, je dirais, le régime, pas l'État, hein, mais la matrice, et le peuple. Cela, il y a un indice qui est là. Hein. Cette sécession politique, c'est aussi une sécession électorale. Combien de gens vont voter? Ça vous dit bien les choses. Les derniers chiffres sont très éloquents. Là, ça vous dit beaucoup de choses. Donc, effectivement, il y a cette scission qui est aujourd'hui avérée. Vous voyez, cette devise de la République algérienne non écrite qui dit très clairement elle indique bien cela. Aujourd'hui, comme donc, le jour où vous ne pourrez plus nous acheter la paix sociale... Oui, alors, je reviens sur pourquoi je disais cette sécession, ok, mais il y a aussi d'autres liens. C'est lesquels? Très simple. Nous n'avons pas construit un citoyen algérien, nous avons construit un client algérien. C'est un client. L'Algérien n'est pas encore un citoyen. La citoyenneté, nous sommes en marche. Et on en est encore un client peut-être en strate? Oui, bien évidemment, mais nous sommes des récipiendaires de la rente à des niveaux différents. Cette rente-là, elle a irrigué la société, elle a créé effectivement des clients et non pas des citoyens, et c'est quelque chose d'important. Je parlais tout à l'heure de possibles manipulations. C'est lesquelles, encore une fois? C'est une partie de la clientèle, je dirais, de la matrice, puisqu'on arrive à quelque chose d'assez paradoxal. Hein. La rente gazière s'est réduite, ce qui a amené une contraction du commerce extérieur. Le commerce extérieur, ça fait vivre et ça fait, prospérer beaucoup de gens, du gros consommateur, plutôt du gros importateur, je dirais, jusqu'à les BFTREC. Or, plus le commerce, extérieur se réduit, plus ce qui arrive en fin de course se réduit également. Sans compter bien évidemment ce qui concerne la loi de finances. Donc on a aujourd'hui ces clientèles-là qui voient d'une certaine façon leur rétribution, qui n'est pas que symbolique pour le coup, se réduire d'autant. Et ils pourraient ne plus être des clients et des alliés naturels du régime? Écoutez... Je m'excuse. Oui, mais on peut s'interrompre pour que ce soit un peu plus vivant. Autant je peux partager la démonstration de M. Oussedir, autant je suis en total désaccord avec les termes, parce que les termes ont un sens. Pour moi, l'Algérien n'est pas un client. Pour moi, l'Algérien est une victime. Elle est une victime de la même façon pendant la colonisation. Est-ce que nous pouvions dire que les Algériens qui travaillaient dans les grandes fermes des colons, qui étaient des bniouïouis face aux colons, etc., parce qu'ils étaient écrasés, marginalisés, qui ne pouvaient rien dire, etc., est-ce que c'était des clients du colonialisme? Non, on a bien vu que dès lors que l'occasion s'est présentée pour prendre les armes, pour se révolter, pour dire non à ce système, ils l'ont fait. Et c'est pareil aujourd'hui. L'Algérien n'est pas un client. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que ceux dont vous parlez du temps du colonialisme n'étaient pas achetés en termes d'achat de paix sociale. Si vous permettez. Il ne faut pas... Non, je termine, si vous permettez. Mais je reviens. Allez-y, voilà. Puisque vous parlez effectivement de clientèle, je continue à parler. Qu'ils soient victimes collatérales également, mais pourquoi on parle de clientèle? Parce que ça a créé aussi une autre échelle de valeur. C'est ça qui est important, puisque vous parliez de ce qu'on a connu, c'est également d'autres valeurs. Ce ne sont plus les valeurs que nous avions. Aujourd'hui, par exemple, prenez notre société, la plus grande valeur, c'est l'argent. D'une certaine façon, beaucoup de choses s'achètent et se vendent. Tout. L'arrivisme, tout. Et bien évidemment, est devenu la première vertu, comme on dit. Absolument. Mais l'arrivisme, le consumérisme, c'est un processus de marginalisation, et parce que mais aussi d'anesthésie, d'anesthésie sociale et politique. Pas seulement, oui, absolument, mais pas seulement. Mais c'est parce que les canaux, justement, qui permettraient à l'Algérien d'exprimer son opposition à cela, de voir aussi sa réussite
possible en dehors des canaux de l'État, tout ça, ça a été coupé par les institutions d'aujourd'hui. Parce que ce sont des institutions qui ont été héritées du colonialisme et on fonctionne exactement dans la même pensée que le colonialisme. Donc on a beau dire qu'on a de l'argent, qu'il y a eu de distribution, etc., mais ça c'est un temps, c'est un cycle. Mais la réalité, c'est que l'Algérien est victime et demain, précisément, vous m'amenez tout naturellement à une transition que je voulais faire, qui est donc l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ce régime est vraiment la cause de tout? Est-ce qu'en 1962, il est tombé du ciel, parachuté, en bloc, d'une pièce, et qu'il a décidé donc d'une politique à long terme, de pouvoir enfermer la volonté populaire dans ses logiques, et de pouvoir donc disposer du pays comme il l'entend? Ou est-ce l'inverse? Est-ce que ce régime n'est que la conséquence peut-être d'un contexte historique, je n'en sais rien, ou d'une démobilisation qui allait de soi après un temps une si longue nuit coloniale? Mais le fait est qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ce régime est la cause de tout ce que nous endurons aujourd'hui, de cette situation où il nous a menés, ou est-ce nous qui l'avons créé, qui l'avons sorti de nos flancs, qui avons accepté qu'il progresse petit à petit, si je peux dire progresse, qu'il aille de plus en plus vers une déchéance de plus en plus rampante, de plus en plus mortifère, qui a fini par extirper toutes les valeurs que nous avons pourtant gardées durant des siècles, malgré tous les envahisseurs, tous les colonialismes, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut prendre la chose avec beaucoup de modestie et voir déjà ce qui se passe autour de nous. Parce que, encore une fois, les phénomènes qui traversent la société algérienne ne sont pas propres à la société algérienne. Bon, il y a un processus de projet de société, ça c'est une évidence. C'est-à-dire que quand les pouvoirs publics, avec les instruments évidemment qu'ils ont au niveau institutionnel, au niveau effectivement argent, au niveau de la police, de la justice, de l'école, etc. On peut canaliser une société, on peut créer, comme le disait le sombre colonel Boumediene, créer un nouvel Algérien. Et de ce côté-là, il a... Absolument. Donc, quand on voit par exemple tous les pays quasiment de l'Amérique du Sud, qui étaient de véritables dictatures, et qu'il a fallu justement une prise de conscience par un certain nombre d'hommes politiques et militaires pour dire stop à la dictature et qu'on va tourner la page pour aller vers un système démocratique, on voit qu'aujourd'hui, avec toutes les imperfections, avec toutes les pistes d'amélioration évidemment qu'il y a lieu d'entrevoir, on voit quand même que c'est des pays qui respirent, où il y a une volonté populaire au niveau des élections, où il y a une presse libre, etc., etc. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Encore une fois, nous avons vécu 5 siècles de domination. 3 siècles avec la régence turque, 1 siècle et demi avec la colonisation. Et avant, il y a eu les Romains, les Byzantins. Sans aller déjà au-delà. Donc, ces institutions-là, qui, elles, justement, canalisent le devenir de la société, prévoit la formation de l'avenir, le devenir du peuple algérien. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1962, je le répète, l'Algérie a subi un coup d'État. Au moment où le GPRA et un certain nombre de responsables politiques algériens étaient en train d'organiser une assemblée constituante pour sortir justement une constitution qui allait projeter l'Algérie dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe? Boumediene Ben Bella viennent en catimini dans un cinéma au Majestic, si me souvenir son nom, et puis ils imposent une constitution toute faite en marginalisant, en excluant tous les acteurs principaux de la révolution algérienne, et à partir de là, ils ont amarré l'Algérie au système soviétique et nasseriste, et les résultats, ce sont les fruits de cette politique qui aujourd'hui a provoqué le chaos que l'on connaît. Donc vous seriez partisan de la théorie que c'est le régime qui a tout provoqué dès le départ,
une sorte d'acte fondateur de la médiocrité. C'est de la le régime médiocratie. avec sa politique, avec son école, avec ses médias, avec ses institutions, avec aussi sa répression, avec le fait qu'on a exilé les intellectuels, on a assassiné ceux qui pouvaient éventuellement contrer les objectifs. Mais on a corrompu aussi le reste. Et on a corrompu compris un de certain véritables nombre. révolutionnaires. Absolument. Si- Il faut dire, dernier mot, monsieur, c'est dire, en 1962, l'élite algérienne était réduite. On sait très bien que la colonisation française n'a pas permis aux Algériens d'aller à l'université. Donc cette élite était complètement restreinte. Et donc ceux qui ont été exilés, assassinés, se sont enfuis, eh ben, qu'est-ce qui restait? Il restait ceux qui ont été, comme vous dites, complètement... Sans laisser acheter pour la absolument. Si vous permettez, je pense qu'il y a aussi un point qui est important, c'est la culture politique dont on a hérité. Donc dont on a hérité en 62, hein, d'une certaine façon, celle qui a été constituée, parce qu'on ne peut pas passer, je dirais, effectivement, de quelque chose de pur à quelque chose de totalement impur. Il faut quand même relativiser les choses. Donc, de mon point de vue, effectivement, cette culture politique a irrigué une grande partie de la classe politique, et c'est, je dirais, le coup d'État du Majestic, et pour nos jeunes spectateurs, on parlera de la salle Atlas. Comme ça, les gens sauront Oui, tout à fait. voilà, de quoi nous parlons. Effectivement, a engendré quelque chose, je dirais, mais quelque chose de plus pire, d'une certaine façon. Qui avait, vous savez, vous avez parlé de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est un concept qu'on retrouve dans tous les totalitarismes. Des Khmers rouges jusqu'à autres, c'est je dirais, le marqueur du totalitarisme. C'est construit un régime autoritaire qui n'a pas eu les ressources d'être totalitaire. Le nazisme aussi. Absolument. Mais bien évidemment, bien évidemment. C'est pour ça que je parle du totalitarisme. Hein. C'est devenu un régime autoritaire parce qu'il n'a pas eu les ressources d'être dictatorial, d'une certaine façon. S'il avait eu d'autres ressources, on aurait eu autre chose, encore plus serré. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, ces valeurs, les valeurs de la société algérienne ont été reformatées, sont changées de nature et ont créé d'une certaine façon, hein, pour beaucoup d'entre nous, un autre Algérien que celui de 62, avec la disparition, par exemple, de la valeur travail. Voilà. C'est la question, je voulais et on revient à la question de la clientèle. J'ai une question sur ça. Voilà, puisque la question de la clientèle, c'est effectivement, c'est des rentiers. Donc d'une certaine façon, nous sommes tous, hein, parce que d'une certaine façon, peu ou prou, hein, des rentiers, une forme de déresponsabilisation. Nous en sommes victimes, mais nous sommes rentiers et consommateurs. Nous avons tous quelque part notre part. Voilà. Et sur la question des élites, je crois que le problème va encore plus loin dans l'histoire. Quel est le pays, le peuple, excusez-moi, qui a connu une déforestation politique, je dis une extinction massive de ces élites 3 fois un siècle et demi. 1830, la France arrive, dit « c'est ma culture, vous êtes des sous-hommes, vous ne comprenez rien. Là, toutes ces institutions de socialisation, puisque vous en parliez, ont été mis à bas. 62, vous l'avez dit, soit on a exilé les intellectuels ou ceux qui avaient une vision politique démocratique, ceux qui sont restés sont devenus des courtisans. On est passé de l'intellectuel au courtisan. Et puis les années 90. Donc vous avez une société qui a connu 3 extinctions massives, je dirais, d'intellectuels, et vous avez aujourd'hui, bien évidemment, un manque dans ce domaine-là, hein, quantitatif. Je ne parle pas d'individus brillants, et il y en a beaucoup, bien heureusement. Et je termine, si vous permettez, parler de la société civile. Puisque tout le monde arbore aujourd'hui cette question de la société civile. Une société civile à qui on a coupé les ailes en ne permettant pas, en ayant une loi sur les associations qui ne permet plus quasiment de se regrouper, mais qu'attendre de cette société civile aujourd'hui? Elle n'a pas les moyens d'être un contre-pouvoir. De façon générale, nous ne sommes pas la Tunisie. La Tunisie a su construire pour la simple raison qu'elle a été vidée de toute substance. Bien évidemment. Une réaction, mais je voudrais poser une question juste après. Tout à fait. Ma réaction, c'est de dire qu'au lieu d'instaurer une république algérienne en 1962, on a instauré un sultanat avec une garde prétorienne. Et donc, on est aujourd'hui justement dans un régime de sultan. Et je pense qu'il y a tous les ingrédients de la révolution. Où le fait du prince est omniprésent. Absolument. C'est-à-dire que le régime lui-même a construit au bout de 50 ans les conditions objectives qui vont faire sa destruction. La question que je voulais vous poser à vous deux, qui êtes tous deux des économistes.
s'il n'y avait pas cette rente, cette mono-ressource, c'est la seule, hein, comme nous le savons, aujourd'hui, les Algériens vivent à quelque chose comme 97% de leurs ressources, de la seule ressource hydrocarbures. Et même les 3% restants, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, c'est d'autres ressources naturelles, des minerais de toutes sortes. S'il n'y avait pas cette rente pour pouvoir anesthésier les consciences et acheter la paix sociale, est-ce qu'il n'y aurait pas eu donc l'impératif, comme ça s'est passé en Tunisie par exemple, où c'est pourtant c'était l'un des régimes policiers les plus despotiques, les plus durs de l'histoire. Mais comme ils n'avaient pas de ressources, ils n'ont pas eu d'autre choix que de créer la richesse, que d'asseoir leur autorité sur un vrai système économique. Si cela avait été le cas en Algérie, est-ce que nous serions arrivés au même état de déchéance socio-politique que nous avons aujourd'hui? Jamel Din, moi je relativise un petit peu ce que vous dites à propos de la Tunisie et du Maroc, du reste. Même si effectivement ils n'ont pas eu de pétrole et qu'ils se sont évertués à créer des richesses, c'est une richesse extrêmement fragile parce que un peu d'agriculture, beaucoup de tourisme et puis il y a la manne financière de l'immigration. Il ne faut pas oublier que pour le Maroc, la Tunisie, les mandats des immigrés, l'argent des immigrés constitue une des principales, la deuxième ou troisième richesse de ces pays-là. Et c'était du reste le cas de l'Algérie dans les années 70. Donc de mon point de vue, le malheur, ce n'est même pas les hydrocarbures. Parce qu'on a vu des pays où il y a des hydrocarbures plus qu'en Algérie, les États-Unis, la Norvège, la Finlande, etc. Bon. Le problème, c'est le système de gestion, le système économique. C'est-à-dire que cette rente-là n'a pas permis de laisser libre l'Algérien, d'être l'entrepreneur, de travailler, mais effectivement, on a fait de lui un simple consommateur et l'économie a été nationalisée. On a construit un capitalisme d'État qui n'a pas permis donc la création d'énergie, l'émergence de jeunes et moins jeunes qui seraient un peu les Arbrab d'aujourd'hui. Et on sait qu'aujourd'hui, des gens comme Arbrab sont combattus, ils sont mis à mal, ils sont frappés chaque jour d'invectives, etc. Et donc, on voit bien que ce n'est pas une question qu'il y ait le pétrole ou pas, mais c'est une question de savoir quelle économie nous voulons. Quelles institutions nous voulons, quelle est la liberté d'entreprendre que nous voulons, comment diriger l'argent, quel système bancaire, quelle école, c'est ça qui fait un pays, qui est la richesse d'un pays. Si Jamel, on ne va pas refaire l'histoire, hélas, elle est ce qu'elle est. La rente a eu un effet d'éviction sur deux choses, hein, le travail et l'intelligence dans le travail. Puisqu'effectivement, nous pouvons nous passer de ça. Nous avons pu, j'en parle quasiment au passé. Ce qui fait effectivement qu'on s'est construit une économie qui n'est pas une économie. Moi, je récuse le terme d'économie. Hein, une économie, c'est qu'il y a de la production, il y a de la consommation, il y a un secteur bancaire qui joue son rôle, il y a différentes, je dirais, institutions. Aujourd'hui, on a un secteur hydrocarbures qui nous fournit, en exportant et avec d'autres compagnies étrangères, nos réserves, un système extractif qui permet effectivement de faire rentrer dans les caisses de l'argent. Maintenant, qu'avons-nous fait de l'argent ? C'est ce qu'a dit M. Ayelech en parlant de la gestion de la rente. C'est la grande question. Or, on sait très bien que, malgré ce qu'on peut dire, il y a, je dirais, la malédiction de la rente. Hein, que ce soit le Mexique pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 80, ou l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. Lorsque vous avez un secteur rentier de ce poids-là dans l'économie, il atrophie les choses. Ceci dit, effectivement, s'il y avait eu un projet démocratique, si nous n'avions pas eu besoin, je dis nous, mais je dirais ceux qui nous dirigent, d'acheter les gens, d'acheter la paix sociale en construisant des usines qui ne produisaient rien, et laissant l'agriculture ne produisant rien, en disant nous avons la plus belle usine d'Afrique. Le seul problème, c'est qu'est-ce que le produit ? Je vais vous dire une chose qui est assez extraordinaire. L'Algérie s'est bâtie économiquement d'abord sur, je dirais, un plan. C'est le plan valide.
valorisation des hydrocarbures, qui a été, pour la petite histoire, fait par la firme américaine Bechtel, auquel siégeaient au conseil d'administration Schultz, Reagan et autres. Hein. Et bien, ce plan-là est arrivé à une certaine façon, on l'a mis en place. Il a produit quelque chose, je dirais, totalement pervers. Ça veut dire que lorsque vous mettiez $2 pour produire quelque chose, la valeur de ce que nous sortions était équivalent à $1. Ça veut dire que nous avions une économie qui a détruit de la richesse. Elle n'en a pas produit. Or, demain, et demain c'est vraiment demain, c'est pas dans 10 ans, on va être devant cette réalité. Le monde est aujourd'hui une vaste compétition. Le Maroc a été cité. Parlez des Émirats. Vous savez quel est aujourd'hui le premier poste d'exportation du Maroc? Les voitures. Savez-vous que le secteur aéronautique du Maroc, c'est aujourd'hui 11 000 employés. Ils fabriquent tout le câblage du Boeing 777. Donc ces économies-là, qui sont effectivement, vous savez, on rigolait du Maroc dans les années 70. Ils font que des petites choses. Nous organisons de ces plus grandes usines. Hein. Aujourd'hui, cette économie, qui est effectivement un PIB moindre que nous, sont arrivés quand même, je dirais, à se diversifier, à créer autre chose et à mettre les Marocains au travail. Alors bien évidemment, on ne peut pas comparer, il y a des inégalités, ce n'est pas le plus grand succès de la Terre, bien évidemment, mais il est temps pour nous de se dire, je termine la physique, il est temps pour nous de se dire, demain va venir, il va falloir que tous ensemble, parce que ça peut être aussi l'objet d'une émission, nous fassions autre chose et autrement. Je vais juste compléter. En moins d'une minute. Je vais juste compléter ce que vient de dire M. Siddiq, mais si on prend même l'exemple du Maroc. L'exemple du Maroc, c'est un pays qui s'est réveillé il y a 10-15 ans, pas plus. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, le Maroc était dans une difficulté pas possible. Mais donc ils en ont d'autant plus de mérite. Absolument, absolument. C'est parce que, précisément, il y a une autre vision de l'avenir, une autre vision de la société. Et qu'on a commencé un projet industriel à la base, qu'effectivement, le Maroc commence à s'en sortir. Il commence à s'en sortir par les services. Aujourd'hui, le Maroc est en train d'exporter son système bancaire dans les pays africains. Son savoir-faire, dans la petite industrie, dans les pays africains, etc. Or, l'Algérie n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça non pas parce qu'il y avait du pétrole et du gaz, elle n'a pas fait ça parce qu'il n'y avait pas une volonté politique, parce qu'elle ne voulait pas une société qui se débrouille par elle-même. Merci Hassan Hirsch, merci Sami Oussaddiq. Pardon pour Sassi Balgat que nous n'avons pas pu joindre. Je considère pour ma part, puisque je participe avec vous un peu au débat, qu'il faut garder l'espoir. Comme les pays qui ont su se relever, peut-être que nous le pourrions. Si Jamal, si nous n'avions pas d'espoir, nous ne serions pas autour de cette table et nous ne prendrions pas ces engagements-là aujourd'hui. Et tant qu'il y a des prisonniers comme ceux du Mzab, dans les geôles algériennes, dans grève de la faim menacés par la mort, l'espoir est difficile. Espérons qu'ils seront libérés. Et je voudrais dire à monsieur l'imam qui nous a traités du plus grand ennemi qui est connu l'Algérie depuis la préhistoire, que nous sommes très fiers de jouer ce rôle parce que nous considérons que l'ennemi de l'Algérie est celui qui se met de lui-même au service de ceux qui le pressurent et qui l'oppriment. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à vous.